Ah oui. Ah. Ah bon, bonjour Stéphanie. Bonjour. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir discuter un peu avec toi et en vidéoconférence de ton livre. Donc, tu as déjà, c'est ton deuxième roman qui est en train de paraître, on va dire ça comme ça. Et puis, le premier était plutôt un drame psychologique, même thriller, dans un petit village valaisan. Là, on retrouve le village valaisan, mais du coup dans quelque chose de beaucoup plus gore, quoi, voilà, plutôt même macabre. Et puis, est-ce que tu peux nous présenter peut-être ce livre? Oui, alors donc le livre qui est en train de paraître, comme tu le dis bien, il Oui. s'appelle Ventreuse. Et en fait, il paraît, je pense que là, la collection est particulièrement importante à mentionner parce que c'est elle qui donne en fait le ton, le genre et l'appel à texte. Donc en fait, ça apparaît dans la collection Gore des Alpes, qui est une collection émergente, qui en est à sa deuxième tournée d'auteur, donc émergente mais déjà bien installée, en fait, qui a eu un grand succès dès ses débuts. En fait, le but de cette collection, c'est un peu de présenter l'envers de la carte postale. Donc, on a cette image des Alpes idylliques avec les papillons qui volent dans un rayon de lumière et puis des paysans restés simples, proches de leurs valeurs par rapport en opposition à beaucoup de mots actuels. Et puis, les lanceurs de la collection qui avaient à cœur de bien s'amuser aussi, d'avoir une belle liberté dans l'écriture, mais aussi de donner en fait l'autre image du Valais, donc les côtés plus sombres, plus macabres, parce que c'est vrai que dans nos montagnes, dans nos vallées, si on ouvre un peu les yeux, il n'y a pas beaucoup d'inventions à faire pour écrire du gore. En fait, les thèmes sont un peu là. Comme toujours, dès qu'on est proche de la nature, en fait, il y a une forme de sauvagerie. Et donc, Les Ventreuses s'inscrit dans cette ligne-là. C'est l'histoire d'une femme qui travaille comme, on pourrait dire, un peu guérisseuse, sage-femme. Elle connaît un peu les plantes, elle aide les villageois comme elle peut avec ses talents. Elle a une grande sagesse. Et puis, elle vient d'une lignée de femmes qui a toujours péri. À un certain moment, les villageois utilisaient leurs talents et puis à un moment, elles commençaient à trop déranger parce qu'elles avaient du pouvoir, des opinions, qu'elles étaient parfois célibataires, qu'elles étaient différentes. Et elles finissaient brûlées à l'époque de la sorcellerie, elles finissaient noyées, lapidées, ce genre de choses. Et notre héroïne, elle porte cette mémoire-là, mais comme quelque chose de presque accepté, qu'elle n'a même pas réfléchi en fait. Sauf que quand vient son tour, elle se révolte parce qu'en fait, elle, ce à quoi elle a toujours fait attention, c'est quand elle travaillait comme sage-femme le jour, la nuit, elle travaillait comme avorteuse, un peu en cachette. Et puis, enfin, ça se savait, mais seulement ceux que ça arrangeait de savoir le savaient. Et elle a toujours eu à cœur d'enterrer les fœtus, de leur donner quand même un sacrement, de permettre qu'ils soient acceptés aux cieux, que ce ne soient pas des enfants condamnés à errer dans les limbes. Et donc, quand soudain elle sent qu'elle va être condamnée, il y a ce poids de l'injustice qui se réveille comme ça. Je dis finalement, c'est jamais moi qui fais du mal. Moi, j'ai réparé les effets des viols, les effets des choses malsaines dans les familles, les effets des relations non consenties, et c'est encore moi qui vais payer. Et là, en fait, dans quelque chose de très idéaliste, elle va faire un pacte avec le diable, en fait. Elle fait un pacte avec lui, et elle devient en fait une faiseuse de démons. À un certain moment, il faut que l'équilibre soit rétabli. Il ne peut pas l'être comme elle l'espérait par la transcendance et par une forme de spiritualité qui était belle. Alors, elle décide que, au lieu de faire des anges, elle va faire des démons et qu'elle va créer une armée et qu'ensemble, ils vont se venger, en fait, pour que l'équilibre soit rétabli. Et voilà. Ouais, ouais, bah merci. C'est vrai que c'est passionnant de te voir raconter et c'est un thème, enfin un thème encore finalement presque actuel, quoi, avec le problème, ben voilà, d'être enceinte quand c'est pas voulu et qu'est-ce qu'on fait et finalement d'être bannie en fait de toute manière, elle est bannie, qu'elle avorte finalement la femme, qu'elle avorte ou qu'elle le garde, elle est bannie tant qu'elle n'est pas mariée et que c'est pas fait en dehors. Euh, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir en fait finalement, et c'est aussi la collection, c'est vraiment sur toute une base qui est véridique. Donc de ce que tu racontes finalement, la partie gore, et encore, on pourrait se dire que c'est peut-être même vrai, comme tu le vois. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans mon premier roman, moi, j'adore faire des recherches. euh, je trouve un peu présomptueux peut-être de dire historique parce que j'ai aucune compétence d'historienne, mais faire des recherches sur la proche histoire, en fait, vraiment sur le petit détail, sur le concret de ce sur quoi je vais écrire. Euh, et ce qui était intéressant, c'est que pour le premier roman, j'avais plutôt tendance à devoir euphémiser, en fait. Donc, je découvrais des choses, et même dans ma pratique de thérapeute, en fait, ce que les gens me racontent,
ils n'auraient jamais de souci à avoir que je l'utilise dans un texte parce que la vie, elle n'est pas vraisemblable. Ce qui est très impressionnant, c'est que ce qui est vrai est souvent, par rapport à une pratique artistique, on dirait c'est cliché. Parce Oui, qu'avec les mémoires générationnelles, bah, effectivement, c'est toujours aux mêmes personnes d'une même famille qu'il arrive les mêmes choses. Mais ça, si on l'écrit, en fait, c'est pas vraisemblable. Et d'une autre optique, comme tu disais, mon premier texte, c'est un drame plutôt humain, plutôt au niveau de nos passions dans l'âme. Et donc, c'est un lectorat qui aime ce genre de choses-là auquel je m'adressais. Et pour ce lectorat-là, j'imaginais que certaines choses que je découvrais étaient trop gore, justement, trop violentes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas l'impression d'avoir... Oui, alors il y a des passages un peu ouais, plus que fantastiques qui sont effectivement inventés. Mais pour le reste, les parties qui ont le plus marqué les esprits de ceux qui ont déjà lu jusqu'à maintenant, spécialement les hommes, c'est des parties qui ne sont en fait pas du tout inventées. C'est juste d'écrire avec des vrais mots ce qui se passait vraiment. Et ça, c'était hyper intéressant de pouvoir reprendre toutes ces recherches et me dire, bah, là, je peux l'utiliser tel quel, en fait. oui, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que parce que moi, je suis pas du tout du style gore, donc c'est vrai que c'est pas mon style. Mais finalement, on est capté par ton histoire parce que finalement, on sent tout ce qui est finalement ce qui est vrai. Et après, on part dans un délire presque un délire de plaisir aussi. C'est un peu ça. C'est tout d'un coup le bien, le mal. On est là, on est tiraillé par cette histoire, quoi. Oui, finalement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On sait plus finalement où est la limite, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette envie à un moment de dire, mais il faut faire quelque chose en fait. Et comme elle n'a pas pu sortir par le haut, c'est vrai qu'il y a ce grand bouleversement, ce questionnement qu'elle-même, elle ressent dans les moments où elle est très humaine. Elle ressent que pour accomplir sa vengeance, elle doit vraiment s'éloigner de son humanité. Elle doit arrêter de voir dans les coupables des humains. Parce que si elle voit leurs failles, si elle voit leurs souffrances, si elle voit que ce sont des gens qui eux aussi ont souffert auparavant et que c'est seulement des réponses très très maladroites à leur souffrance, elle n'arrive pas à accomplir sa vengeance. Et ça, c'est vrai que c'est un questionnement que je trouve assez intéressant. Vraiment, je trouvais vraiment palpitant de voir toute cette ambiguïté. Aussi, on voit aussi dans ton livre, on a le côté des familles pauvres, le problème des familles pauvres et le problème dans les familles riches, qui finalement, même si c'est deux pôles différents, finalement, on a exactement les mêmes problèmes, quoi. Finalement, les mêmes problèmes du corps, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va avec ça, quoi. Oui. Et c'est vrai que ça me tenait au cœur aussi parce que justement, mon prochain roman, il va traiter de la thématique des enfants placés, de ces pages noires de notre histoire suisse. Et là aussi, il y avait des choses tellement dures que je me suis dit, ça, je ne pourrais pas le remettre tel quel. Donc, je l'ai mis là parce que j'avais besoin que ça soit posé quelque part. Et c'est des choses, en fait, je pense qu'on doit savoir. Moi, je suis assez partisane d'une forme de devoir de mémoire quand ça ne vire pas au masochisme ou à faire de nous des martyrs, mais je pense que c'est des choses importantes à connaître en fait. Ouais. Et puis, est-ce que, justement, tu as fait beaucoup de recherches par rapport à ça, ou c'était déjà un thème qui t'habitait, que tu connaissais bien, ou tu es allé plus loin? Alors par rapport aux enfants placés, je bénéficie effectivement de longues recherches que je terminais plus ou moins au moment où on m'a proposé une collaboration. Donc là, j'avais vraiment des dossiers, j'avais fait beaucoup d'interviews, j'avais rencontré des gens, j'avais fait des entretiens, lu beaucoup de choses. Et puis par contre, pour tout ce qui était vraiment des pratiques autour des fœtus ou des fœtus, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur l'instant. Moi, j'avais connu ce concept des limbes. J'avais trouvé ça tellement, tellement glauque, en fait, que j'avais trouvé ça passionnant, mais j'en savais pas outre mesure plus. Ma grand-maman m'avait toujours dit que dans son vie, enfin, une des choses qui l'avait perturbée depuis toute petite, parce qu'elle a vraiment une éducation très, très pieuse. Oui, Elle allait à la messe 3 fois par jour, un tout petit village dans le Haut-Valais. Elle m'avait dit que ce qui l'avait toujours choqué, c'est que quand un bébé mourait avant d'être baptisé, il était enterré dehors du cimetière. Il ne pouvait pas aller en terre consacrée. Et ça, c'est toujours une chose où elle s'était dit, mais le bon Dieu, il ne peut pas laisser faire ça. Alors, ça m'avait mis un peu une puce à l'oreille. Puis je m'étais dit, mais c'est vrai, pour les familles, ça devait être tellement violent. Et il y a cette idée à laquelle nous, on n'est plus confrontés aujourd'hui, de vraiment être responsable de ce corps. Il y a un enfant qui meurt ou il y a un enfant qui n'est pas viable. En fait, qu'est-ce qu'on fait de matériellement, en fait? Et ça, c'est des choses auxquelles on est peu confronté à part des situations extrêmes de nos jours. Et alors là, j'ai fait pas mal de recherches historiques pour découvrir justement ces pratiques qui avaient été mises en place pour éviter les limbes aux enfants.
Et notamment, ce qui m'a complètement passionnée, c'est le fait qu'en Valais et dans d'autres endroits, il y avait des chapelles à répit, qui étaient des lieux, souvent déjà des lieux utilisés à l'époque celte, hein, donc il y avait déjà des pierres plates, de l'eau, ce genre de choses, où on allait déposer les cadavres et les veiller pendant des jours, parfois des nuits, en priant pour un répit, donc où le bon Dieu aurait redonné vie au cadavre, qu'on aurait pu bénir, puis il serait mort et on aurait pu l'enterrer. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai que ce passage est impressionnant, quoi, de se dire, voilà, quoi, donc on déterrait vraiment des fois des enfants pour dire, parce qu'on vivait mal si l'enfant n'avait pas été baptisé, et ouais, ça C'était vraiment une opposition qui était forte parce qu'en fait, s'il avait été baptisé, comme il n'avait pas encore eu 7 ans, donc pas encore eu l'âge de raison de différencier le bien et le mal, il n'avait pas pu pécher. Donc il montait directement au ciel, il devenait un des anges du bon Dieu et pour la famille, bah, c'était comme avoir son ange personnel, un peu. On avait son petit ange qui veillait sur nous. De l'autre côté, s'il n'avait pas pu être baptisé, c'était le limbe et sur ça, on ne savait rien, sinon c'était une espèce de vide. ouais, Et c'était très angoissant. Ouais. ouais, Et donc, il y a des gens, j'avais lu notamment dans des archives un témoignage d'une femme italienne qui avait franchi des cols avec ce petit cadavre qui était noir en arrivant. Et ça, on se dit, mais c'est tellement gore, c'est vraiment violent. ouais, 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 non, ouais, en tout cas, c'est vraiment un livre qui bouscule et qui est impressionnant finalement dans ce qui est vrai, dans ce finalement, et tout d'un coup, on part dans le gore presque naturellement, quoi, c'est un peu ça. Et je On en pense a besoin, en fait, à un certain moment. Ça devient une résolution, une forme de catharsis, en fait. ouais, c'est une sorte presque aussi de vengeance. Et de vengeance, peut-être que j'apprécie aussi dans le sens, c'est finalement les hommes coupables. Et finalement, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a que les hommes qui sont coupables là-dedans? Les gens qui disent rien, qui savent, est-ce qu'ils ne sont pas aussi leur part de culpabilité? C'est ça qu'on arrive et je me dis, ouais, c'est très fort. C'est ça, et après, ça questionne même la notion même de culpabilité. En fait, à partir de quand on peut se dire que c'est notre héritage, c'est nos souffrances qu'on a décidé pour nous. Est-ce que quand on n'a pas conscience, on peut s'en sortir un peu. Et puis, bah, c'est vrai, dans la thématique autant des abus sur les femmes que des enfants placés, on sait qu'il y a beaucoup de témoins qui étaient plutôt tellement heureux que ce ne soit pas à eux que ça arrive. Voilà, alors à quel niveau, dans quelle mesure il y a une forme de complicité coupable, à quelle mesure c'est de l'autopréservation. On ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir voulu survivre. C'est des questions qui sont fortes. Et je pense pour les gens qui ont été victimes de ça, qui sont importantes à être en tout cas travaillées, si ce n'est répondues. Oui, tout à fait. Ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup Stéphanie pour ce moment, ce partage qui est fait moment, qui ancre encore plus le livre et qui donne encore plus d'importance au livre, de t'entendre et ouais, on sent la force qu'elle a derrière, les recherches et finalement aussi le plaisir de l'écriture qui se Oui, ressent. alors ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que cette collection offre, c'est une forme de liberté qui est jubilatoire. C'est des thèmes qui sont sérieux, mais en fait, on s'amuse, il y a une transcendance qui est possible parce qu'on peut vraiment rigoler en écrivant et ça c'est grâce à Dormidal, ça c'est génial. Ouais, du coup, c'est vrai que ça donne, c'est sur un thème finalement profond et finalement ça donne le côté léger, quoi. Ouais, Oui, exactement. ouais. Exactement. C'est une collection non dualiste en fait. Ah ouais. Bon. Eh ben, je pense qu'on a déjà bien posé les choses. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Là, je voudrais te remercier toi en tout cas pour ton intérêt, pour ton invitation, pour ton ouverture. Merci de créer cet espace pour connaître tout ça. C'est hyper précieux dans ce genre de moment. Je te remercie. Oui, merci à toi aussi. C'était vraiment un plaisir du partage. Merci beaucoup. Merci.